Nous commençons à donner les premières informations qui nous parviennent. Et un peu plus tard, nous avons la joie d'accueillir parmi nous les premiers correspondants de guerre français. Ils ont passé les lignes il y a 48 heures. Ils s'appellent Pierre Gosset, Fernand Moulier et André Rabas. Ils sont aujourd'hui à nos côtés dans Paris insurgé. Ils vous parlent. Ici, Fernand Moulier. Il y a 48 heures, nous étions avec les troupes américaines. Nous les avons quittées au nord-est de Rambouillet. Les unes se dirigeaient vers Mantes et la Seine en aval de Paris. Les autres esquissaient un encerclement de la ville, visant le fleuve en amont. Je sais bien que tous les Français, tous les Parisiens ont ce soir une seule pensée. Quand arriveront les Américains? Pierre Gosset a eu à ce propos, juste avant notre départ, une conversation avec un officier de l'état-major américain. Oui. Et celui-ci m'a confirmé une chose que nous savions déjà. Le haut commandement allié a voulu à tout prix éviter une bataille de rue dans Paris. Ceci explique qu'arrivés à Rambouillet et à Chartres, les blindés américains, au lieu de marcher sur la capitale, qu'ils auraient pu atteindre en bousculant les quelques défenses allemandes qui s'interposaient encore, se sont infléchis vers le nord, vers Mantes et vers l'est, pour investir Paris au lieu d'attaquer de front. Voyant ce temps d'arrêt, nous avons décidé à trois de franchir les lignes et d'aller droit sur Paris. André Rabas va vous dire quelle fut notre aventure. Nous avons laissé dans un lieu ami nos voitures et nos uniformes. Nous avons enfourché les bicyclettes et nous avons abordé un itinéraire soigneusement préparé, destiné à éviter les quelques points fortifiés par l'ennemi. Nous avons eu quelques émotions, bien sûr. C'est ainsi que deux d'entre nous ont dû remettre sous la menace du fusil leur vélo à deux soldats nazis désireux de fuir plus vite. Faut-il dire que nous avons bientôt remplacé cette perte. C'est ainsi encore que nous avons été longuement interrogés par une patrouille dont nous avons réussi à calmer les soupçons. Et de carrefour en carrefour, de bois en bois, nous avons atteint les portes de Paris. Nous sommes entrés par le pont de Suresnes. Moulier, qui roulait en tête, peut raconter cela. Nous pédalions comme des fous, car la nuit tombait. Soudain, à un tournant, nous avons découvert Paris, la tour Eiffel, un océan de toits, tout ce que nous attendions depuis 4 ans. Le coup dans l'estomac, les jambes molles, les yeux mouillés, ça ne se raconte pas. Les Français se retrouvent, se regroupent, et dans la nuit, silencieusement, méthodiquement, dans tous les quartiers de Paris, s'élèvent des barricades. À l'aube, le combat reprend avec rage. Sur la première voiture équipée, Pierre Trenès part enregistrer les bruits et l'atmosphère de Paris insurgé. Il parvient à pénétrer dans la préfecture assiégée et recueille la première déclaration de M. Serra, commissaire d'État, délégué général du gouvernement provisoire de la République, au moment même où les blindés allemands attaquent pour la 2e fois de la journée. Je veux dire d'abord ma joie et ma fierté d'avoir l'honneur de représenter en France le général de Gaulle et le gouvernement provisoire de la République dans ces heures tragiques. Ma fierté aussi de participer au grand élan qui soulève la population parisienne et qui couvre actuellement Paris de barricades. Depuis le début du soulèvement, la résistance n'a cessé d'augmenter, de mettre au point, de perfectionner ses moyens d'action, son armement. La lutte, un instant ralentie, a repris hier avec une vigueur accrue. Paris a un trop grand passé, une trop grande responsabilité devant l'histoire, pour qu'il lui fût possible de regarder partir l'ennemi sans combat. Paris maintenant est en plein combat, et fidèle à son passé, se bat bien. Paris n'a pas été long à apprendre comment on construit des barricades. En effet, les Parisiens s'affairent aux barricades, et tandis que gronde la rumeur de l'insurrection, Pierre Trenès se rend sur les lieux mêmes du combat pour en recueillir les échos. Nous sommes allés, au prix de difficultés considérables, avec la voiture d'enregistrement de la radio de la nation française,
dans les quartiers où les barricades spontanément se sont élevées avant même que le Conseil national de la résistance et l'état-major des forces françaises de l'intérieur en aient lancé l'ordre, nous nous sommes rendus dans ces quartiers qui cernent la place de la République, où les Allemands ont eux aussi élevé des barricades et d'où ils tirent sur les patriotes français. Nous sommes tout près de la place de la République dans une toute petite rue, qui donne sur un grand boulevard, et nous apercevons devant nous une barricade de sacs de sable. Tout autour de nous, des éléments des forces françaises de l'intérieur, armés, repèrent une fenêtre d'où on ne sait qui tire sur eux. Vous êtes là depuis combien de temps? Voulez-vous ici depuis une demi-heure? Non, mais vous habitez le secteur. Vous habitez le quartier? Depuis le quartier, monsieur, oui. C'est un camarade des forces françaises de l'intérieur à qui nous allons poser quelques questions et à qui surtout nous allons demander de nous exposer la situation dans ce secteur. C'est ça, monsieur, oui. Les Allemands sont bien sur la place de la République. Oui, sur toute la place. À proximité, c'est-à-dire à 150 mètres environ. D'ici, oui. Et ils ont élevé eux aussi des barricades de l'autre côté. Oui, et on y a reçu un coup de canon. Et tir dessus, évidemment. Voici un camarade qui passe avec un fusil mitrailleur, un revolver et une grenade. Je pense qu'il va faire une opération vers le petit hôtel d'où on croit qu'un élément ennemi tire. Car depuis quelques instants, nous entendons des coups de revolver qui passent. On nous signale... C'est une alerte? C'est une alerte, oui. Bon, alors si vous voulez, rentrons un petit peu sous la porte cochère. C'est pas la peine de rester en plein milieu de la rue et de risquer inutilement. Puisque tout autour du micro de la radio de la Nation française se sont groupés un certain nombre de camarades, brassards tricolores au bras, armes en main. Alors voulez-vous reprendre, si vous voulez bien, l'exposé de la situation militaire dans ce secteur? Dans le secteur, c'est-à-dire que nous sommes attaqués par les Allemands depuis, je ne sais pas, exactement combien, 2 heures? Depuis midi, c'est-à-dire exactement, oui. Sortent-ils de la place ou restent-ils de... C'est-à-dire que de la place, ils en sortent certainement, puisqu'ils sont sortis par le métro d'Erkamp, ils ont pris le métro de la République d'Assaut, et ils sortent par tout ici. Bon cours, en force assez considérable, oui, avec des armes. Mais dites-moi, tout à l'heure, avant que nous commencions cet enregistrement, nous avons assisté à un tir... Quel est le boulevard qui passe là? C'est l'avenue de la République. C'est l'avenue de la République? Ah bon. Et nous avons assisté à un tir de pièces anti-chars, qu'est-ce que c'était? C'était des pièces anti-chars, puisque la trajectoire des obus était visible même en plein jour. Dans une petite rue du quartier de la République, M. Georges Bidault, président du Conseil national de la résistance, attend parmi les combattants des barricades le moment de sortir de la clandestinité. Il fait à notre micro sa première déclaration, le premier appel du Comité national de la résistance. Français, Paris s'est libéré et s'est libéré lui-même contre un ennemi en retraite et déjà en déroute, mais encore puissamment armé. Les Parisiens, à l'exemple de tous les combattants qui, de la montagne à la forêt, ont délivré déjà de vastes parties du territoire national, se sont dressés dans un élan qui égale et qui dépasse, par l'union, par la ferveur, par l'héroïsme, celui des plus grands jours du passé. 50 mois de honte et d'oppression sous le régime de la capitulation, de l'imposture et de la trahison sont aujourd'hui effacés et vengés. La France se retrouve plus grande au travers de l'épreuve. Elle connaît aujourd'hui ceux de ses fils sur lesquels elle peut compter, qui sont le nombre, qui sont l'élite, qui sont la nation.